Je me souviens d'être sur Instagram en train de regarder des groupes de cartes de crédit et je me suis dit, c'est comme une société secrète. J'ai remarqué que beaucoup ignorent comment obtenir une carte de crédit. La majorité des gens ne comprennent pas la puissance d'une carte de crédit et ce qu'ils peuvent en faire. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que tu apprenais des choses. En continuant d'apprendre, beaucoup ne le feront pas. Marcus Barney ne fait pas que transmettre la littératie financière, il redéfinit la prise en main de son avenir financier. Des salles de réunion au salon de coiffure, Marcus, alias Him 5 Cent, s'est imposé comme mentor, stratège et architecte de la richesse pour les laissés pour compte. La désinformation est plus accessible que la bonne. Ne culpabilise pas de travailler de 9h à 17h. L'éthique de travail est plus importante que l'éducation, car elle m'aidera à devenir le meilleur patron et partenaire d'affaires. Avec des millions de vues, une communauté fidèle d'entrepreneurs et un programme ayant aidé des milliers à sortir du cycle du salaire, Marcus veut réduire l'écart de richesse en offrant des outils rarement enseignés. S'il t'a déjà été dit que tu échouerais, il prouve que c'est possible. Les meilleurs entrepreneurs ont les meilleures relations. Ils apprennent à gérer les relations dans les bons comme les mauvais moments et à rechercher des solutions gagnant-gagnant. Nous ne contrôlons que nous-mêmes. Je n'ai pas de contrôle sur ce que tu me dis, mais j'ai le contrôle sur la façon dont je le perçois et sur la façon dont j'y réponds. Marcus, je suis ravi que tu sois là. Tu as une histoire incroyable. Tu es passé de la vente de baskets contrefaite au nettoyage de gouttières. Et maintenant, tu es devenu multimillionnaire. Tu as eu des jets, des privés, des sociétés d'ambulance, tu enseignes à transformer le crédit en argent et tu as aidé beaucoup à devenir millionnaire. Pense à un moment de ta vie où tu as compris que les stratégies financières que tu apprenais pour créer de la richesse n'étaient pas seulement pour toi, mais allaient profiter à toute ta communauté. Quand est-ce que je l'ai réalisé? Oui, comme quand tu t'es dit, écoute, j'apprends des choses qui ne sont pas la norme, les gens ne connaissent pas ces trucs et ils doivent les connaître. C'est vraiment un secret de vie, une astuce incroyable. Je me souviens d'être sur Instagram en train de regarder des groupes sur les cartes de crédit et ils avaient dit tous ces mots de code et des trucs comme ça. Je me disais, mais de quoi ils parlent, bordel? Genre Mastercard, IT ce formulaire. Et je me suis rendu compte que Mastercard, c'était Mastercard et Vanilla Gift Card, c'était Vanilla Gift Card. Je me suis dit, c'est comme une société secrète, tu vois. Et j'ai commencé à... Ça s'appelait dépenses manufacturées. Et j'apprenais à en créer sur ta carte de crédit, tu vois. C'est comme tout le truc des points. Ouais, je me rappelle être tombé dans ce terrier avec un ami qui ne comprenait pas de quoi il parlait. Alors j'ai commencé à aller stratégiquement créer des groupes de personnes qui faisaient partie de la communauté, qui étaient sur le fil de commentaires en train d'en parler. Je voulais créer un groupe de discussion avec eux car vous semblez tous comprendre. J'ai d'abord envoyé des messages privés, puis créé le groupe. Je décryptais ensuite leurs échanges car ils discutaient désormais à un niveau très élevé. Et ce n'était pas quelque chose auquel je n'avais pas été exposé, c'était juste la terminologie et les termes qu'ils utilisaient. Et à ce moment-là, j'ai compris, d'accord. Comment est-ce que je transmets ça à ma communauté? Oui, parce que c'était quelque chose d'incroyable pour moi et je me disais, les fabricants dépensent tout ça avec des cartes cadeaux et tellement de techniques d'achat. J'ai identifié cela. La plupart ignoraient comment obtenir une carte de crédit. C'était bien au-dessus et je me disais, tu sais, ce que j'apprends maintenant, ce sont des avantages tirés de le travail acharné et des choses que je considérais comme acquises. Et je considérais comme acquis le fait de vraiment comprendre comment développer mon crédit, organiser mon crédit et réaliser combien de cartes de crédit existent et qu'il y en a différentes. La majorité des gens ne comprennent pas la puissance d'une carte de crédit et ce qu'ils peuvent en faire, ni comment cela peut leur être bénéfique. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, tu sais quoi, tu apprends des choses et à mesure que tu continues d'apprendre, il y a tellement de personnes qui ne le feront pas. Non, ils ne sont pas sur le même chemin parce qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, pour revenir à ton histoire d'origine, tu n'as compris cela que parce que tes entreprises échouaient sans cesse, parce que tu n'arrivais pas à comprendre le crédit, comment financer les entreprises. Donc, tu as traversé beaucoup d'événements de vie vraiment stressants.
franchement, auquel beaucoup de gens ne veulent pas s'exposer. Pas beaucoup de gens veulent être entrepreneurs à cause de ce que tu as traversé, c'est la raison. Et puis c'est comme une lumière au bout du tunnel, il y a d'autres façons de faire pour que ce ne soit pas aussi stressant, pour qu'il y ait plus de chances que ça marche. Mais aussi avec le crédit et les cartes de crédit, la première exposition que les gens ont au crédit, les cartes de crédit, tu sais, pour moi en tout cas, c'était quand je suis allé à l'université et qu'il y avait un petit stand sur le campus où ils distribuaient ces cartes de crédit pourries. C'était vraiment super prédateur parce que tu ne savais pas ce que c'était. Et ensuite, tu te retrouves dans la merde avec des taux d'intérêt élevés et tes parents te passent un savon parce que tu as pris une carte de crédit et puis tu as peur, tu te dis, je ne sais pas. Je ne sais pas comment jouer à ce jeu. Le crédit chute. Ouais, tu ne comprends pas le crédit. L'utilisation, non, le spending manufacturé, personne ne connaît. Ouais, donc tu ne comprends rien à tout ça. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends même pas les avantages du crédit ou ce qui se passerait si j'entrais là-dedans. Les dates d'échéance, les dates de relevé, ton paiement, ta date d'échéance, ta date de relevé. Quand je commence à expliquer ces choses-là, les gens sont là. Attends, quoi? Donc, tu vois, j'ai 3 cartes de crédit et celle-ci est du tel jour et je dis aux gens, hey, tu peux changer ça et tout mettre à la même date. Et ils répondent, ah bon, tu peux? C'est comme si tu fonctionnais dans le système du crédit. L'Amérique est construite sur le crédit, pourtant on ne comprend pas comment s'y retrouver. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'endroit qui nous apprend à bien l'utiliser à notre avantage. Personne ne te dit que tu peux simplement changer ta date d'échéance. Mets-les à la même date, tu ne seras pas perdu ni obligé de tout séparer. Mets 50 le 15e et un autre 50 le premier. Comme ça, selon où tu en es dans le mois, tu sais quelle carte de crédit utiliser. En fonction du jour où ça se rapporte. Tu sais quand les rembourser. Et c'est tellement confus parce que tu as Dave Ramsey qui dit de ne pas acheter à crédit. Et maintenant, tu as des cartes de crédit prédatrices. Et puis l'Amérique est construite sur le crédit. J'ai d'ailleurs appris récemment que le crédit est en fait un concept relativement nouveau qui a été créé aux États-Unis, alors qu'en Europe, pendant longtemps, il n'y avait pas autant de crédit qu'aux États-Unis. L'idée d'acheter sans utiliser son propre argent, je pense que l'histoire est très récente, sauf erreur. Personne ne sait vraiment jouer parfaitement à ce jeu. Et il y a tellement de conseils contradictoires. Je pense que c'est ça qui embrouille vraiment les gens. Et tu dois comprendre que ça vient d'un endroit capitaliste, tu vois. Je crois au crédit car il est disponible, il faut juste savoir l'utiliser. Quand tu n'en as pas, mais si tu regardes autrement, la façon dont le crédit est injecté et distribué dans la communauté sert avant tout la banque, pas les consommateurs. Quand tu comprends et identifies cela, tu te dis, OK, comment puis-je en profiter? Vous nous mettez sur la roue pour votre intérêt. Je vais vous permettre de financer ceci ou de payer. Imagine, pour un prêt immobilier, je vous permets de payer sur 30 ans. Pendant 8 ans, seuls les intérêts sont payés. La 15e année est difficile. Nous avons récupéré nos intérêts et maintenant, nous saisissons ta maison à la 15e année, à la 12e année, mais nous avons déjà encaissé les intérêts. Maintenant, à ce stade, une fois que ça commence à aller sur le principal, si jamais tu traverses une période difficile, tu perds la maison. Oui, les gens ne se rendent compte de rien de tout ça. Il y a tellement de niveaux à tout ça. Même avec les prêts auto, si tu as un mauvais crédit, réfléchis. La voiture coûte 80 000 $. Si tu as un excellent crédit, avec les intérêts, tu paieras 93, 95 000. Mauvais crédit, tu paieras 140, 160 000. D'accord? Pour la même voiture, juste à cause de cette différence. Tu es venu, idéalement, tu ne veux pas aider les gens avec un bon crédit. Il est plus logique de servir les gens et d'avoir des personnes avec un mauvais crédit. Je préfère que tu sois perdu si je peux gagner 2 fois plus d'argent. Tu profites des gens. Donc, c'est ça l'importance, de comprendre que ce système n'est pas fait pour t'aider à grandir si tu n'es pas éduqué sur la façon de l'utiliser et de t'y retrouver. C'est pour ça qu'on dit, pourquoi il n'enseigne pas le crédit à l'école? Mais pourquoi le ferait-il? Il n'enseigne pas le business, ni comment devenir entrepreneur, ni comment ne pas croire au système scolaire. À l'école non plus. C'est un cercle dans lequel on entre où il faut réaliser qu'il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients sont naturellement plus présents et visibles pour nous. La désinformation est souvent beaucoup plus facile à obtenir que la bonne information. Et c'est l'une des choses principales que j'aime dans ce que je fais.
j'apprends aux gens à utiliser le crédit de la bonne manière pour leurs propres bénéfices. Ne te fais pas avoir en pensant « Oh, c'est comme ça que je dois faire ». On m'a appris à le faire dans sa chambre. Donc, Tita, pour les gens, parce qu'on parle beaucoup d'investissement dans cette émission, et par exemple, faut-il lever des fonds auprès d'investisseurs, de business angels, de fonds de capital risque, ou simplement autofinancer? Je n'ai jamais vraiment eu de conversation dans cette émission sur l'utilisation stratégique du crédit pour une entreprise. Donc, explique aux gens à quel moment dans leur business devraient-ils utiliser le crédit plutôt qu'autofinancer ou utiliser l'argent des clients ou faire appel à des fonds de capital risque ou à des business angels. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée, mais si je regarde 100 vidéos sur l'entrepreneuriat, je ne pense pas qu'aucune d'elles ne va me parler de comment utiliser le crédit stratégique ou la dette, je suppose, pour une entreprise comparée à tous les autres moyens de financement. Donc, quand tu autofinances, idéalement, honnêtement, la plupart des entrepreneurs vont finir par commencer en autofinançant. Oui, c'est ça. Et donc, quand ils autofinancent au début, ce qui se passe, c'est que je crois que c'est la méthode éprouvée parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois te prouver à toi-même. Il y a beaucoup de choses que tu tiens en cause que tu dois prouver à tes clients. Développer et prouver ta marque après avoir autofinancé et disons que tu arrives à un point où tu fais 6 chiffres. Oui, tu fais plusieurs centaines de milliers et tu as réglé les problèmes. Tu es passé par là, tu es en train de le vivre. Maintenant, ça va. Tu as un modèle éprouvé. Tu as travaillé ton service client. Tu comprends la valeur à vie de tes clients. Tu comprends l'acquisition de clients, comment obtenir des clients. Et maintenant, tu comprends ton entreprise. À ce stade, tu es vraiment un chef d'entreprise. Tu n'es plus en train de prendre des risques et de jouer. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu as en quelque sorte des chiffres sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer. Tu as des données à regarder. À ce moment-là, la plupart des gens se disent « Je suis prêt à passer à l'échelle ». C'est à ce moment-là que tu es prêt à passer à l'échelle. Tu as des entrepreneurs qui commencent en disant « Je veux juste scaler », mais tu ne connais pas tes chiffres, tu ne comprends pas la psychologie. Si tu n'as pas le contrôle de ton entreprise, tu ne la comprends pas. Tu ne peux pas regarder sous le capot. Tu ne diriges pas vraiment une entreprise. Tu es dans le hustle. Tu cours partout et tu ne sais vraiment pas ce qui se passe. Si tu fais ça, ça va te détruire, oui. Mais quand tu as quelqu'un qui comprend maintenant, quand tu utilises l'argent de quelqu'un d'autre, tu sais dans quel environnement et dans quelle atmosphère tu mets cet argent. Donc imagine, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, tu te rends compte, OK, je suis vraiment rentable maintenant, voilà comment je gagne de l'argent, ces campagnes fonctionnent pour moi, ces styles de marketing fonctionnent pour moi, ou ces pages jaunes fonctionnent pour moi, ce panneau publicitaire fonctionne pour moi. OK, maintenant, comment puis-je utiliser le capital de quelqu'un d'autre et le déployer? Et la plupart des entrepreneurs disent, je veux scaler. Et si je dis, hey, je te donne 50 000 $ pour 15% de ton entreprise, ils disent 15, peut-être 10 ou 12, et ils sont prêts à faire un deal. Mais ils ne connaissent pas les banques comme Marcus, via Goldman Sachs et Apple. Tu vois, tu peux obtenir une carte de crédit Apple, pareil avec Goldman Sachs. Tu peux aller demander une préapprobation. Tu fais une demande de préapprobation pour savoir si tu es préapprouvé et pour quel montant. Tu sais désormais ce à quoi tu as accès, sans faire de demande officielle ni remplir le formulaire complet. Tu vérifies juste la préapprobation et maintenant tu te dis, d'accord, voilà, voici 25 000, voici 20 000. J'ai 45 000 $ qui m'attendent, là, si jamais j'en ai besoin. Je comprends. Maintenant, je mets ça dans mon entreprise, n'est-ce pas? Parce que tu as déjà tout compris pour l'entreprise. C'est ça la différence. Et ça grandit et fonctionne. Mais tu réalises que si tu avais 10, 15 ou 20 000 de plus à investir dans les produits, accélérer ton marketing, embaucher plus de personnel pour livrer plus vite, selon le secteur, tu atteins un point où tu peux fonctionner et comprendre que tu peux utiliser l'argent de quelqu'un d'autre pour mettre de l'essence sur ce qui marche. Oui, c'est intelligent. En plus, tu gardes 100% de ton entreprise, tu ne te dilues pas, tu ne cèdes pas de part avec le crédit. Je sais que ton intérêt pour le crédit vient de tes échecs. D'échecs d'entreprise, de choses qui tournaient mal. Est-ce que tu en as eu? Parce que moi, je repense à l'époque où j'étais à l'école et je n'ai reçu aucune éducation financière, rien sur le crédit, rien sur l'entrepreneuriat, comme tu l'as dit, rien du tout. Est-ce que tu as eu une quelconque éducation en grandissant? Pourquoi notre système éducatif est-il aussi défaillant? Et pourquoi ne donne-t-on pas aux enfants les outils dont ils ont besoin?
parce que honnêtement, je pense que c'est différent. Je ne pense pas que ce soit pour les enfants, tu vois. On entend souvent dire qu'on devrait l'enseigner à l'école, mais non, il y a d'autres choses qui sont plus importantes, tu vois, pour le développement humain, pour le développement personnel. Et en fait, permettre aux gens de se développer plutôt que de les plonger directement dans la course effrénée de la finance et de la gestion de l'argent. Parce qu'on se rend compte, et on peut même regarder les adultes, qu'une fois qu'ils comprennent quelque chose ou qu'ils sont mal éduqués ou qu'ils ont une mauvaise compréhension, ils peuvent vivre avec cette mauvaise éducation et incompréhension 10 ans. Je sais. Et si tu n'es pas correctement éduqué sur la façon d'être conscient, de réfléchir, de traiter l'information, d'analyser, tu sais, d'utiliser ton discernement, enseigner aux gens comment accéder au capital est dangereux pour un jeune de 16 ans qui regarde en ligne et veut une Hellcat, qui souhaite dépenser pour le streaming et cherche des solutions, notamment financières. D'accord pour le crédit, mais maintenant sur ce sujet. La gestion du budget, des choses comme ça, c'est super important parce que ce sont des choses qui devraient être enseignées à l'école, comme comment gérer réellement la relation avec l'argent, comment gérer la relation avec l'argent, et sur un spectre où il ne s'agit pas d'aller chercher de l'argent chez les autres, mais juste comment s'en occuper, comment gérer tes comptes bancaires, comment vraiment regarder et vérifier. De nos jours, on a des applications et des choses comme ça qui nous disent, bon, mais comment on dépense, où on dépense, des choses comme ça, mais c'est comme, d'accord, maintenant comment on lit ces informations, comment on les gère vraiment pour s'améliorer, ouais. On peut externaliser notre réflexion aux applications, mais on ne gère toujours pas bien l'argent. Il existe des applis qui t'indiquent, par exemple, tu dépenses autant dans tes abonnements mensuels, ce que je trouve intelligent. L'éducation financière dès l'enfance est essentielle pour comprendre ses dépenses, son solde, ses flux de trésorerie, et ce n'est pas enseigné à l'école. Mais plus tard, quand tu es adulte, comme le crédit, c'est important. Je veux dire, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire pour les jeunes qui vont à l'université. Je suis d'accord avec ça. Au lieu d'avoir juste un petit stand avec la carte de crédit sur le campus, non, il faut que ce soit quelque chose qui soit une condition préalable à l'université, pas tellement au lycée. Donc, quand je pense aux jeunes, je pense au lycée. Je pense que le lycée doit avoir une approche très stricte et stratégique pour tout le monde. Un cours et des formations sur la relation avec les finances, tu vois, pour comprendre ça. Mais je pense qu'une fois arrivé à l'université, il faut vraiment comprendre les finances, comment ça fonctionne, comprendre le crédit, ce que c'est, parce qu'à ce moment-là, c'est accessible. Donc, en première année, il devrait automatiquement y avoir des prérequis sur le crédit, parce que ce qui se passe, c'est que toutes les offres de cartes de crédit commencent à arriver. Et là, tu te retrouves à accepter des choses sans vraiment savoir. prolonlife.com/Clary. Ce que j'aime dans ton contenu, c'est que tu dis, écoute, tu n'as pas besoin d'être médecin, tu n'as pas besoin d'être avocat, tu n'as pas besoin d'être rappeur, d'aller jouer au basket, de devenir pro. Tu peux avoir une vie au-dessus de la moyenne et financièrement atteindre où tu veux aller d'une manière assez sûre. L'entrepreneuriat ne veut pas dire que tu dois être milliardaire. L'entrepreneuriat ne veut pas non plus dire que tu dois échouer 1000 fois. Alors, voyons comment construire une entreprise. Il y a des saisons dans cette entreprise. Soyons intelligents avec l'argent qu'on utilise. Et ensuite, n'importe qui peut vivre un style de vie au-dessus de la moyenne et s'échapper de la matrice, s'échapper du 9 à 5. Et je suis un grand fan de cette idée. Je pense que de nombreux entrepreneurs écoutent l'émission et je m'adresse à eux. Ça, en personne, tu sais, et je pense que la version de l'entrepreneuriat où tu quittes ton travail et essayes de faire marcher ça en 3 mois. On croit que l'entrepreneuriat, c'est manquer d'argent, mais ce n'est pas ça. Et en fait, tu leur montres comme une option plus sûre pour l'entrepreneuriat, soit stratégique à ce sujet et ne te sens pas mal de travailler de 9 à 5. Ne pense pas que c'est mauvais de travailler de 9 à 5. J'ai besoin que tu comprennes. J'encourage toujours les gens à comprendre. L'éthique de travail développée compte plus que l'éducation. Tu peux tout apprendre et connaître tout le monde, mais sans éthique de travail, tu ne deviendras jamais grand. Et donc, quand tu regardes ça et que tu te dis « je suis capable de faire quelque chose que je n'aime pas pour mon propre bien », c'est de l'autodiscipline, de pouvoir continuer à donner 100%. Ne va pas dire « je ne veux pas travailler ». Je ne suis pas fait pour travailler pour quelqu'un. D'accord. Mais si tu es dans une situation où tu dois le faire, discipline-toi pour te dire « hé, je n'aime peut-être pas ça, mais je vais quand même donner 100%. Je vais tout donner pour être le meilleur employé, car cela m'aidera à devenir un meilleur patron et partenaire d'affaires. Je sais qu'il manque des choses et que je n'aime pas tout dans mon entreprise.
Je n'aime pas analyser les livres de comptes et les chiffres, mais je donne toujours le meilleur de moi-même. Même quand je travaillais de 9 à 5, cette attitude est restée. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour aider les entrepreneurs à réussir. C'est comme dire, hé, même s'il dit, tu sais quoi? Tu ne regardes pas, tu ne seras même pas le meilleur employé. Eh bien, comment puis-je être le meilleur employé? Parfois, même en travaillant, ce travail ne m'aide pas à m'en sortir. Les gens travaillent et ils n'y arrivent pas. Ils s'en sortent à peine. Et on leur dit, eh bien, tu n'es toujours pas un employé intelligent parce que tu n'es pas obligé de rester employé d'une entreprise qui ne t'aide pas financièrement. Cherche un meilleur emploi qui t'apporte plus. En affaires, il faut saisir de meilleures opportunités, développer de meilleurs produits et fixer des prix adaptés pour gagner plus. Si tes revenus ne suffisent pas, trouve un meilleur travail si tu es ambitieux. Oui, c'est souvent la voie la plus sûre. À un entrepreneur, je conseillerais augmente tes prix. Pour gagner plus, augmente tes prix sans servir plus de clients. Simple. Augmente de 20% puis 25% et observe. Si ça ne marche pas, baisse à 15%. Augmente simplement ton prix. Tu gagneras généralement plus avec un entrepreneur. Je veux dire, avec une personne qui a un emploi, on lui demande, eh bien, as-tu trouvé une opportunité pour gagner plus d'argent dans un autre travail? Ce n'est pas, quitte ton 9 à 5, développe-toi. Trouve comment devenir un meilleur employé et navigue dans cet environnement parce que tu en as besoin, sois le meilleur employé possible et travaille ta discipline personnelle pour que quand tu quittes ce travail ou que tu commences à développer ta propre entreprise, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie de le faire, tu dois quand même le faire. Tu as maintenant cette discipline. Les gens pensent, eh bien, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Je ne suis pas bon pour écouter, pour recevoir des ordres. Mais si c'est le cas, tu ne seras pas un bon entrepreneur. Les entrepreneurs, les meilleurs entrepreneurs ont les meilleures relations. Ils apprennent à gérer les relations. Du bon côté comme du mauvais côté, comment être en relation et faire en sorte que tout le monde gagne, ce n'est jamais à sens unique. La plupart des entrepreneurs ont de très bonnes relations avec leurs partenaires, leur famille, et ils ont un bon cercle d'amis. Quelle a été la plus grande? Et d'ailleurs, je pense que oui, il y a beaucoup de... on en parlait avant d'appuyer sur enregistrer et je me plaignais du recrutement de talents parce que tout le monde se sent tellement privilégié et personne ne veut travailler pour quelqu'un d'autre. Tout le monde veut travailler pour soi-même. Mais il y a tellement de leçons, même si tu n'aimes pas l'entreprise pour laquelle tu travailles. Il y a tellement de leçons que j'ai apprises en travaillant pour quelqu'un qui me permette de réussir aujourd'hui. Et je suis sûr que toi aussi. Tu ne te lances pas dans l'entrepreneuriat sans aucune compétence de vie, sans aucune compétence professionnelle. En fait, tu augmentes tes chances de réussir si tu apprends ailleurs. Ça veut dire que tu ne fais pas juste acte de présence et tu ne pars pas à la fin de la journée. Ça veut dire que tu viens pour apprendre, peu importe où tu travailles. C'est très important. Et trouver de l'aide compétente, c'est difficile de trouver de bonnes personnes parce que tout le monde pense qu'il peut simplement créer une entreprise. Aujourd'hui, c'est possible, mais beaucoup ignorent que la majorité des entreprises débutent sur l'infrastructure d'autrui. Si tu veux vraiment être bon, tu dois opérer dans l'infrastructure de quelqu'un d'autre. Aucune entreprise n'est prospère toute seule. Si tu y réfléchis, si tu reviens à Amazon, on dit qu'Amazon est une entreprise qui vaut des milliards de dollars. Elle fonctionnait dans l'infrastructure de quelqu'un d'autre quand il s'agissait de dire « d'accord, eh bien, regarde comment c'est organisé et on ne s'occupe que des livres ». Eh bien, les livres, c'était assez classique. Tu avais Barnes et Noble et toutes ces autres enseignes. Et ils ont commencé à apprendre, puis après avoir compris comment fonctionne l'achat de livres, ils n'ont pas simplement changé les choses du jour au lendemain. Et là, ils rendaient un service aux gens et essayaient de créer leur propre opportunité. Donc, tu vois, ils faisaient les choses comme eBay les faisait et d'autres aussi. Et c'est ça qui contrôlait le marché à cette époque. Au fur et à mesure qu'ils ont pris le contrôle du marché, ils ont commencé à modifier les choses. Avant d'avoir leur propre service de livraison, ils devaient passer par United Parcel Service, FedEx et nous, qui déterminions les modes de livraison. Désormais, ils peuvent revoir et réorganiser les livraisons, notamment grâce à des entreprises comme Uber qui ont créé cette technologie. Ils peuvent désormais se dire, on peut pivoter et utiliser cette méthode, donc les choses changent. Si Amazon n'avait pas débuté comme librairie, elle ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais, je veux dire, je pense que la capacité de tirer des leçons, d'apprendre et de comprendre,
Écoute, si tu veux jouer le jeu de l'entrepreneuriat, pour réussir, tu dois jouer dans l'arène de quelqu'un d'autre jusqu'à un certain point. Tu ne peux pas juste... Personne n'est vraiment autodidacte. Et personne n'est autodidacte. Je déteste ce terme. Parce que quoi, tes clients, ils ne te construisent pas. Ton mentor, tu veux me dire que ta femme, quand elle supporte tes conneries, a bossé 10 heures par jour? Mec, crois-moi, si tu es avec la mauvaise personne, tu ne construis rien du tout. Donc non, c'est vraiment un bon point. Je dis aux gens que je suis coéquipier, jamais autodidacte. Tu sais qui est autodidacte? Les seules personnes qui sont autodidactes, ce sont celles qui l'ont vraiment fait, tu vois. L'une des choses drôles, c'est que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il est autodidacte quand il n'a pas réussi. C'est vrai, mais certains diront qu'ils sont autodidactes, qu'ils se sont faits seuls. Et puis ils penseront que d'autres personnes, comme moi, se disent « J'ai fait ça tout seul, c'est quelque chose d'interne, mais je veux revenir là-dessus. » D'accord? Être autodidacte, quand je dis que je ne suis pas autodidacte, je suis un joueur d'équipe, c'est que je ne pourrais pas être qui je suis sans mon équipe. Je ne pourrais pas être qui je suis sans ma communauté. Et j'aimerais en savoir plus sur certaines stratégies de développement d'entreprise que tu enseignes. Tu parles beaucoup de crédit, je comprends, c'est logique. Le crédit et la dette, c'est pareil, non? Oui ou non? Je veux juste vérifier, mais le crédit et la dette, c'est utiliser l'argent d'autrui. utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. Tu refuses de donner des parts, c'est ce que tu défends pour ton entreprise. Tu dois être stratégique sur le moment d'utiliser ça. Mais quel est le lien entre le crédit et la création d'une entreprise résistante à la récession? Non, quand tu construis une Entreprise résistante à la récession, tout rapporte de plusieurs façons. Je n'aime pas ce qui va dans un seul sens, tu vois. Le pire entrepreneur fait du 1 pour 1. Tu gagnes comment? Je vends ça, rien d'autre? Alors tu as déjà perdu. Tu n'es pas prêt. Par exemple, prenons le crédit dont on a parlé, puis j'aborderai le business. Je regarde le crédit. Avoir un bon crédit, c'est comme un filet de sécurité. Tu te dis, ouais, au moins j'ai ça. Ok, cool. C'est une chose si tu n'as que le crédit et que tu te dis, bon, je l'ai juste au cas où pour des raisons de sécurité. Ou si tu te dis, je vais utiliser ça pour gagner de l'argent dans mon entreprise et que c'est comme ça que j'en profite, alors tu as déjà perdu. Ce n'est pas à l'épreuve d'une récession. Tu n'as pas perdu, mais ce n'est pas à l'épreuve d'une récession. Être à l'épreuve d'une récession, c'est dire, j'ai une carte de crédit, j'ai 25 000 $ ici. Mais aussi, je l'utilise de la manière suivante. Disons que j'ai une carte American Express Gold. Je l'utilise pour faire de la publicité. Je l'utilise parce qu'elle me donne 4 points par dollar sur les publicités payantes. J'obtiens alors des points de récompense. Je gagne des points de récompense pour gagner de l'argent maintenant. J'obtiens des points de récompense qui m'aident à réduire mes frais généraux. Je veux dire que je peux les utiliser pour des dépenses. Donc maintenant, mes points de récompense, je peux les utiliser pour les courses, les articles de toilette, les factures de services publics. Donc maintenant, mes frais généraux à la maison sont plus bas. Je peux avoir une autre carte Citi ou une carte de crédit différente. Je l'utilise pour les utilisateurs autorisés. J'aide d'autres à construire leur crédit sans utiliser cette carte pour dépenser. Je t'ajoute à ma carte de crédit pour t'aider à construire ton crédit et ainsi tu bénéficies de cette aide. Maintenant, tu me paies. Je gagne 6 chiffres par an avec une carte de crédit inutilisée, sans aucune dette. Je ne paie rien, mais je gagne maintenant 6 chiffres par an grâce au crédit et à ses avantages que j'ai, tu vois. Ce sont 3 avantages différents. Je gagne de l'argent, je génère du flux de trésorerie, j'utilise de la dette et paierai des intérêts. Mais les points de récompense et ce genre de choses réduisent mes frais généraux, rendant mon entreprise plus rentable, parce qu'à ce moment-là, si mes dépenses personnelles, beaucoup de gens voient leurs dépenses personnelles tuer leur entreprise, payer leur loyer, payer leurs courses, payer leurs produits de toilette, payer l'hypothèque et les factures de portable tuent l'entreprise. J'en profite sur 3 ou 4 points. Il y a plusieurs façons. À chaque fois, les gens investissent tellement d'argent et d'énergie dans leur entreprise, dans leurs entreprises de toute façon. Pourquoi mettre autant d'énergie dans votre entreprise et ne pas optimiser autant que possible? C'est ce que vous faites, donc vous le faites avec le crédit. Et c'est comme une protection contre la récession. Toutes les entreprises, faites-le avec le crédit, avec votre entreprise, même ce dont vous parlez. Donc, non seulement vous mettez en place des cartes, mais vous avez aussi des utilisateurs autorisés qui construisent leur crédit. Mais en plus, vous gagnez des points grâce à ça. Et ensuite, vous obtenez des points avec votre carte principale que vous utilisez pour votre entreprise. Je comprends. En fait, vous regardez la stratégie non pas sous un seul angle, mais sous 3, 4 ou 5 angles différents à chaque fois, tout le temps. Tout doit vous rapporter de plusieurs façons. Vous pensez ainsi. Je me dis,
Je viens sur ton podcast incroyable, et maintenant j'ai l'occasion de me connecter avec toi. Donc un premier avantage, c'est que je peux m'asseoir et développer une relation. Un autre avantage, c'est que je suis présenté à un nouveau public. Un autre avantage, Netatena, c'est que j'ai du contenu avec toi que je peux donner aux gens, leur donner l'opportunité de découper, de réagir. Donc je comprends le principe du découpage. Aussi, je me dis « et on discute naturellement, on parle de mon entreprise. C'est aussi une promotion. De nombreux avantages existent désormais. En plus du côté promotionnel, je vais aussi cibler ma publicité vers ton podcast. Donc, plus j'ai de plateformes et d'endroits, et maintenant, mes publicités me coûtent moins cher. Mes pubs coûtent moins cher avec des prospects déjà exposés à moi. Maintenant que tu me connais, devine quoi? Ça va me coûter moins cher de te vendre quelque chose. Ou t'éduquer ou te faire une offre, ça me coûte moins cher, donc il y a tellement d'avantages différents. Quand les gens font certaines choses, ils se demandent pourquoi tu ferais ça et ils n'ont pas mis en place les bons systèmes parce qu'ils se disent « Ah oui, ça a du sens ». Si je dis « Tu sais quoi, tout le monde commente le mot succès » ou si c'était sur Instagram, allez, commentez le mot succès et je vais vous donner un guide gratuit en 7 étapes pour protéger votre crédit contre la récession. Tu te dis « Ah cool, tu vas le télécharger », mais quand tu arrives sur mon site web, tu dois mettre ton nom, numéro, email, j'ai tes infos même sans que tu télécharges l'e-book, puis je te proposerai autre chose. Même sans accepter, si tu cliques « Succès » et visites le site, mon pixel te suivra partout. Tout cela est très avantageux, mais je trouve que les gens agissent souvent de façon limitée car ils ne veulent pas trop réfléchir. Oui, je ne sais pas pourquoi, Je pense que pour jouer l'avocat du diable, les gens disent qu'il faut se concentrer sur une seule chose pour vraiment bien la faire. Mais je ne pense pas que le fait de trouver différentes façons de monétiser ce que tu fais déjà, ça veut dire vraiment disperser ton attention. Je pense que c'est juste du business intelligent. Oui, c'est peut-être parce que les gens ne réfléchissent pas assez à ce qu'ils construisent. Ils ne pensent pas de façon stratégique. Ils ne pensent pas en dehors des sentiers battus. Ils font juste comme ça a toujours été fait. Et c'est pour ça que ces conversations sont nécessaires. Oui, je suis d'accord, parce que la majorité des personnes que tu invites et tes invités, ils réfléchissent à un autre niveau, sur Préside. Oui, et tu peux regarder et te dire « Waouh !» Ce sont ces moments qui me permettent de me réveiller et c'est ça l'importance du podcast, c'est l'importance de ce genre de chaîne. Parce que les gens ne vont peut-être pas forcément s'identifier à moi personnellement, mais quelque chose que je pourrais dire pourrait déclencher quelque chose et se dire « Tu sais quoi ? Je regarde, tu sais comment je peux gagner de l'argent autrement avec ça ? Quoi d'autre ? Quelle autre opportunité puis-je saisir ? Et je le fais. Et je suis dedans, je fais du tricot. Qui sait, n'est-ce pas ? Oui, le tricot. Mais je ne réalisais pas que je faisais du tricot, que je vendais des pulls ici au Kansas. Mais je ne savais pas que si je faisais des vidéos YouTube sur le tricot, les gens allaient vraiment les regarder et que je pourrais gagner de l'argent avec ça. Je ne savais pas que si je montrais aux gens les meilleures techniques de tricot et différents motifs qu'ils peuvent utiliser, ils téléchargeraient et achèteraient un e-book à ce sujet, ce qui ferait encore plus d'argent. On ne se rend pas compte qu'il y a des façons de monétiser. Je veux dire, de tes premières entreprises, qui étaient un peu comme des petits boulots à côté et qui n'ont finalement pas marché jusqu'à là où tu en es maintenant, à tâtonner avec Ross et puis à ne pas abandonner, à ne pas juste accepter l'échec et passer à autre chose. Tu n'abandonnes jamais. Oui, c'est littéralement ça, tu n'abandonnes jamais. Il y a quoi? Ça n'existe pas pour toi. C'est le seul dénominateur commun, la seule chose que j'ai apprise dans la vie. Les moments difficiles sont inévitables. Mais abandonner est un choix. La façon dont tu gères ça est un choix. Il va y avoir des galères tous les jours. Les gens vont te lancer des pierres tous les jours. Il y aura des obstacles sur la route tous les jours. Quand tu te réveilles, comprends juste que quand tu te lèves le matin, sois reconnaissant d'avoir l'opportunité d'aller te battre. Les obstacles, et j'ai la chance de pouvoir les affronter. Je n'ai pas peur de faire face à l'adversité. Je suis enthousiaste d'avoir cette opportunité et je suis reconnaissant de l'avoir parce que quelqu'un d'autre n'a pas eu cette chance. Quelqu'un voulait pouvoir se battre, apprendre, affronter les difficultés et apprendre à devenir propriétaire, devoir se battre, apprendre à employer des gens. Et ils n'ont jamais eu cette opportunité. Ils n'ont jamais eu l'occasion de former, d'embaucher ou de licencier des gens. Ils n'ont jamais eu cette chance. Tout est une bénédiction. Donc pour moi, chaque jour où je me réveille et que j'ai l'opportunité de sortir ici et de livrer un combat, j'ai gagné en achetant ma première maison. Né sans abri 250 000, j'ai déjà gagné.
Actuellement, avec mon parcours et mon expérience, j'ai acheté des jets privés et des Rolls-Royce. Je serais idiot de me plaindre d'une période difficile ou d'une difficulté, ça m'excite. Ce genre de truc me motive chaque jour. Genre, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois encore comprendre? Comment puis-je être innovant? Qu'est-ce que je peux changer pour être meilleur? Avoir. Tu as déjà pensé, tu sais, quand tu étais jeune, en grandissant, et que tu pensais à ce à quoi ressemblerait ta journée de rêve, genre tu avais même ta propre journée parfaite imaginée, tu as déjà réfléchi à quel point ça a changé. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que c'est super important pour les entrepreneurs qui réussissent, les gens super ambitieux, de ne pas déplacer les objectifs à chaque fois qu'ils gagnent, tu vois. Je dis toujours aux gens, la richesse générationnelle, je m'en fiche. J'ai dit, bah, qui s'en fout? J'ai dit, ne me posez pas de questions sur la richesse générationnelle. J'en ai rien à foutre de la richesse générationnelle. J'ai dit, c'est juste un mécanisme pour t'aider à te sentir à l'aise avec ce que tu n'as pas et pour tuer tes petites réussites, tes micro-accomplissements. Tu n'as pas 100 000 dollars d'économie. Tu ne génères pas 100 000 dollars. Tu vis de chèque en chèque. Pourquoi tu parles de richesse générationnelle alors que tu dois déjà atteindre ce premier palier? N'accepte pas qu'on change tes objectifs. Oui, mais c'est important. Laisse-moi tranquille, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est d'acheter ta première maison. Être en position de vraiment pouvoir emmener ta famille en vacances, ça compte. Créer un environnement où tu peux aimer tes enfants, ça compte. La richesse générationnelle, je m'en fous. Je ne veux pas laisser quelque chose à mes enfants si je n'ai pas d'abord appris à les aimer correctement. Je suis d'accord pour élever mes enfants dans un environnement où je peux les aimer et bien les élever, et peut-être que je ne pourrais pas leur laisser 100 millions de dollars, mais je les aurais laissés dans une meilleure situation que celle dans laquelle j'ai trouvé tout ça. Je l'ai amélioré. Et si on ne fait pas ça, quand tu achètes ta première maison et que tu penses à la richesse générationnelle, on te dit qu'il te faut 10 maisons dans une fiducie, que tu dois posséder des immeubles, et tu te sens comme si tu n'avais rien accompli. Ces petites réussites te font avancer et te motivent. Je te parle en tant que personne qui a réussi. Je vis dans une maison à 5 millions de dollars, mais ça m'est égal. Ce qui compte, c'est la maison à 250 000 dollars que j'ai achetée, ma première réussite, qui m'a prouvé que je pouvais posséder quelque chose. Ma fille est rentrée dans une maison à son nom. Je suis né sans abri. Ça compte pour moi. Ça m'a poussé à travailler plus dur parce que je ne voulais jamais le perdre. Je n'aurais jamais pu m'offrir une maison à 5 millions de dollars si je n'avais pas acheté cette maison-là, si je n'avais pas compris et eu la trouille de me dire, mec, il faut que je fasse mes preuves. On a un prêt immobilier sur 30 ans alors que j'étais habitué au beau d'un an. Je dois maintenant travailler dur pour ne pas le perdre, être solide et me placer pour garder cette maison 30 ans. Cette éthique m'a mené ici. C'est pour ça que j'ai acheté un manoir dans un country club, pas juste pour en avoir un et le dire. Je voulais une Rolls-Royce. Ma femme a dit, comment acheter une voiture à 300 000 dollars et vivre dans une maison à 250 000 dollars? Je lui ai dit qu'il avait raison, mais il ne doit pas changer mes objectifs. Je ne vise pas la richesse générationnelle sans avoir d'abord bâti un héritage de connaissances et d'expériences. Je ne suis pas encore formé pour ça, mais je veux accomplir des choses et être reconnaissant de là où je suis, tout en fixant la ligne d'arrivée au niveau du but. À 10 yards plus loin, puis tu peux la déplacer, mais ne laisse pas les gens dire que c'est ça la génération. Tu regardes ailleurs et tu as oublié d'attendre. J'ai oublié d'inscrire mes enfants à des activités qui les aident à grandir. J'ai oublié de mettre mes enfants dans le bon environnement. Je n'ai pas besoin d'un quartier luxueux, mais je veux quitter cet endroit où aller à la station-service fait peur. Ça me va, je peux déménager dans cette zone où c'est plus sécurisé et où je suis plus en sécurité. Le taux de criminalité est plus bas, l'éducation est un peu meilleure. Oui, j'ai gagné. Et puis, ils ne célèbrent même pas ça. Personne ne célèbre ce genre de truc. C'est ça le problème. Les gens essaient juste d'obtenir la sortie à 100 millions de dollars et ils oublient de célébrer les petites victoires sur le chemin vers cette sortie à 100 millions. Ils oublient leurs enfants, ils oublient leurs femmes, ils oublient tout. Et ils se perdent eux-mêmes et tu ne t'en rends même pas compte parce que quelqu'un d'autre a placé ce but là-bas. Et tu ne peux pas me dire que tu ne t'es pas réveillé en pensant « Mec, j'essaie de trouver comment payer mes factures. J'essaie de comprendre tout ça. » Quand tu es en public, on te demande « Sur quoi tu travailles ?» Tu parles d'un grand projet, mais pourquoi ne pas avoir un plan aussi détaillé pour les petites choses que tu affrontes et que tu vis en ce moment, ici et maintenant? Tu as des problèmes et des choses que tu dois surmonter.
C'est là-dessus que tu devrais concentrer toute ta réflexion élaborée, toute ta pensée de haut niveau, tes neurones, en ce moment. Mais ce n'est pas le cas, ça n'arrive pas. À ton avis, quelle est la plus grande idée reçue sur la richesse et l'entrepreneuriat? Que réussir dans l'entrepreneuriat, c'est facile. Et que c'est amusant. Et qu'il faut rester motivé pour réussir, que tu dois toujours être motivé. C'est complètement faux. Personne ne reste motivé. La réalité, c'est que les gens n'aiment même pas ça. C'est amusant au début. Au bout d'un moment, c'est quoi la passion? Tu devrais vraiment aimer ce que tu fais. Et on te dit, non, j'aimais ce que je faisais. Mais une fois que tu commences à le faire à un haut niveau, tu es juste excellent dans ce que tu fais. Tu as compris comment le faire après 10 ans. Le plaisir n'est plus le même, c'est devenu répétitif maintenant. C'est répétitif. Tu ne peux pas me dire, oui, regarde LeBron, il adore le basket. Il aime probablement le basket. Mais ses activités quotidiennes sont répétitives. L'entraînement, manger, la récupération musculaire, toutes les choses qu'il doit faire, étudier, regarder des vidéos, ce n'est plus aussi agréable que quand il était au lycée. Un gamin qui joue à fond. Alors, comment rester dans le jeu sans motivation? La discipline. N'êtes pas là quand la motivation n'est pas présente, c'est la discipline qui prend le relais. La discipline te porte à travers tout, c'est plus important que d'être motivé, c'est plus important que d'être inspiré. La discipline est le facteur le plus important que tu puisses avoir dans ta vie. Parce que peu importe si tu as envie de le faire, si tu es excité à l'idée de le faire ou non, ta discipline te fera le faire. De tout ce que tu as appris dans ta carrière, dans ta vie, quelle serait la leçon que tu as apprise qui a été vraiment difficile? Une leçon que tu ne souhaiterais à personne d'autre parce qu'elle était tellement dure, mais qui t'a été utile? De 18 à 25 ans. J'ai volé plus de 100 000 $ d'iPhone chez Sprint. Cela m'a coûté 2 à 3 ans de procédure, dont 1 an sans savoir ce qui allait arriver, car je n'ai pas été arrêté immédiatement. Ce n'est ressorti que plus tard. Aller au tribunal 2 ans, voir la rapidité avec laquelle ta liberté disparaît et combien cela dure. Peut être retiré à cause de choses auxquelles tu penses ou que tu vois, mais tu ne prends pas vraiment en compte le temps jusqu'à ce que tu réalises et que tu te retrouves là à dire « Ok, d'accord, mais tu es face à tes accusations. Tu dois rester entre 3 et 11 ans. » 3 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai tout perdu. J'ai commencé à travailler dans un entrepôt. Et c'était une leçon de faire n'importe quoi pour de l'argent. C'était après que mon meilleur ami soit décédé. Je me suis dit, deviens riche par tous les moyens nécessaires. Et je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité que je ne sois pas allé en prison. Mais je suis reconnaissant pour ces années difficiles. Puis-je demander comment tu as évité la prison? Première infraction? Oui. Donc, en Géorgie, ils te permettent de bénéficier du statut de premier délinquant. Si c'est ta première fois, ils te donnent une probation. Et le premier procureur ne voulait pas, ils étaient énervés. Ils cherchaient des choses comme sur moi, c'était dur. On est allé au tribunal pendant 2 ans. Parfois, c'est Dieu. Je suis allé jusqu'à virer mon avocat. Je ne l'aimais pas, je n'aimais pas sa façon de parler, je l'ai viré. La femme de mon ami était avocate et elle est venue me représenter gratuitement. Elle allait voir ce qu'elle pouvait faire et elle est arrivée, une femme noire. J'ai l'habitude de me battre contre des procureurs. Tout blanc, femme blanche, homme blanc, boum, juge blanc. Nous arrivons le jour où elle choisit de me représenter. Le procureur a changé. Toutes les femmes noires. Tous les autres avocats présents ce jour-là étaient des hommes blancs. La procureure était une femme noire, mais tous les autres avocats étaient des hommes blancs. Et on pouvait sentir la tension, comme la façon dont ils entraient là-dedans. Ça allait d'avant en arrière, c'était difficile. Et le seul endroit, la seule personne qui les mettait à l'aise, qui n'avait pas vraiment de problème, c'était une autre femme noire.
Elle a accepté, ils ont dit qu'ils allaient te donner le statut de primo-délinquant. Tu dois payer 60 000 $ de restitution. Tu as 15 ans de probation pour ça. Après avoir tout payé, ton casier peut être effacé au bout de 2 ou 3 ans, comme si tu n'avais jamais été arrêté. Être primo-délinquant, c'est comme avoir une carte de sortie de prison. J'ai dit comment que j'allais accepter. Je ne sais pas, parfois Dieu est de ton côté, mais j'ai traversé tout ce temps à me battre contre ça, à travailler dans un entrepôt. Pendant les 2 années où je me suis battu dans cette affaire, j'ai travaillé dans un entrepôt. Ce jour-là, sorti du tribunal épuisé, je suis rentré, me suis couché, réveillé en retard et parti travailler. J'ai commencé mon parcours d'entrepreneur à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé. Je connaissais déjà le crédit et ce genre de choses. Je n'avais pas d'autre choix que de m'y lancer à fond. Donc, quand je regarde en arrière, mais je me dis que c'était l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, mais aussi l'une des périodes pour lesquelles j'ai été le plus reconnaissant, où je me suis dit, tu sais quoi? Ça, c'est une leçon que je ne souhaiterais à personne d'apprendre. Mais je ne le regrette pas et j'en suis reconnaissant. Mais si les gens pouvaient éviter de faire des erreurs financières, de commettre des crimes et de ne jamais avoir à apprendre le système judiciaire, je préférerais largement que vous choisissiez cette voie et que vous découvriez qu'il y a de meilleures façons de gagner de l'argent. Amen, c'est une histoire incroyable. Qu'est-ce qui t'enthousiasme dans ton travail actuel? Que voudrais-tu que les gens sachent sur ce que tu fais? S'ils veulent te contacter, je sais que tu es très actif. Tu interviens. Tu enseignes, tu aides dans les entrepreneurs, tu aides les gens avec la finance, le crédit. Quelle est la chose principale si quelqu'un veut entrer dans ton univers et consommer ton contenu? Mon objectif principal en ce moment, honnêtement, c'est d'aider 100 personnes à devenir millionnaires. J'ai aidé plus de 60 personnes à devenir millionnaires et à générer 1 million de dollars en affaires, et quelques milliers de personnes à pouvoir quitter leur emploi. Plusieurs milliers gagnent 6 chiffres et même plusieurs centaines de milliers. L'objectif est d'aider plus de 100 personnes à créer des entreprises de plusieurs millions de dollars. C'est mon plus grand projet de passion sur lequel je travaille. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Donc maintenant, par exemple, je fais Credit to Cash Life. J'apprends aux gens à transformer le crédit en trésorerie. Comment utiliser le crédit pour créer des entreprises correctement? Comment il faut nettoyer votre crédit? À quoi cela doit ressembler? Mon objectif principal actuellement pour le reste de l'année est vraiment de former les gens sur comment nettoyer et utiliser votre rapport de crédit, choisir les bonnes cartes, éviter les dettes, devenir rentable et créer une entreprise. Ce sont 3 étapes. Recession Proof, c'est ça. Comprendre le crédit, comment déployer du capital, mais surtout créer une entreprise qui a du sens et définir les opérations nécessaires. C'est mon objectif et aussi vérifiez si l'entreprise marche avant de prendre du crédit, sinon vous aggravez la situation. J'adore, mec, aussi réseaux sociaux et sites web, où est-ce que les gens peuvent te contacter? Tu peux me trouver sur tous les réseaux sous Him 5 cents. Ce nom vient du fait que je me considère comme Him, façon Fortune 5 cents. Donc j'ai toujours eu le 5. 100 donc, c'est cool. M5 cents sur tous les réseaux sociaux. Si tu veux te connecter et te former avec moi, va sur credittocashlife.com. J'y propose des formations gratuites pour aider à développer ton entreprise et donner les bases nécessaires. Dernière question que j'aimerais poser. Tu as donné beaucoup d'idées différentes et de sujets de mentalité qui ont fonctionné pour toi. Mais si tu ne pouvais en choisir qu'un, le plus important, et la façon dont je le dis, c'est le plus important et tu ne peux en transmettre qu'un à tes enfants. C'est pour ça que tu dois en choisir un. Ce serait lequel et pourquoi est-ce si important? Le plus important pour moi, si je pouvais le transmettre à mes enfants, et juste aux gens en général, c'est la résolution des conflits. On ne contrôle que nous-mêmes. C'est la seule chose que je dis à mes filles. Je me fiche de ce que les autres te font. Je me fiche de ce que les autres te disent. Je me fiche de la façon dont les autres te traitent. Ce qui m'importe, c'est seulement la façon dont tu réagis. Je me soucie seulement de la façon dont tu traites et réagis parce que tu as le contrôle sur toi-même. Je n'ai pas de contrôle sur ce que tu me dis, mais j'ai le contrôle sur la façon dont je le perçois, la façon dont je le reçois et la façon dont j'y réponds. C'est la seule chose dans ce monde. S'il y a une chose que je veux laisser aux gens, c'est de réaliser que tu as le contrôle sur toi-même.
Si quelque chose de bien arrive dans ta vie, c'est grâce à toi. Et si quelque chose de mauvais arrive dans ta vie, c'est à cause de toi. Et la seule personne qui peut changer ça, faire des adaptations et des changements, ce sera toi. Donc la seule chose que tu peux contrôler dans ce monde, c'est toi. Et c'est l'une des plus grandes choses que j'ai réalisées dans ma vie. Je n'ai de contrôle sur personne d'autre que moi-même.